Voilà, alors le workshop A, donc c'était, comme l'a dit Olivier, vraiment les outils de communication, donc à la fois Internet, que on n'a pas trop parlé, mais aussi les moyens papier, comment récolter les signatures, comment essayer de convaincre le public. Et donc on avait 4 intervenants, Monsieur Quillet, Monsieur Mahler, Monsieur Van Berge et Monsieur Kaufmann. Pardon, Daniel. On a ressorti 4 recommandations importantes de ce workshop, ensemble avec Catherine à l'écoute, qui était l'animatrice de ce workshop. Alors le premier, tout d'abord, qui était que l'ICE est à la fois un outil de lobbying et de protestation. Donc c'est en fait la conjonction à la fois des intérêts personnels des citoyens, mais aussi les valeurs des citoyens et des entreprises et de tous les acteurs en fait qui sont impliqués dans une ICE. Donc cette première recommandation montre aussi qu'un citoyen lambda aura des difficultés à lancer une ICE parce que il faut connaître quand même très bien le milieu des lobbyistes, il faut connaître le milieu européen, donc c'est assez difficile de lancer en tant que citoyen normal, je dirais, une ICE. Il y avait aussi un autre élément intéressant qui ressortait de cette première recommandation qui était un gadget en fait d'une ICE qui serait comme ce qu'on achète un billet SNCF par exemple, qu'ensuite sur le côté droit internet à la recherche Google il y a la pub SNCF qui apparaît, que là ce serait intéressant d'avoir par exemple si on est intéressé par l'équitation et les bouquins, qu'il y a une ICE qui ressorte pendant une recherche de Google sur je sais pas la protection des chevaux ou je sais pas une ICE sur le droit des auteurs par exemple. Ensuite, la deuxième recommandation était plus spécifiquement sur la sphère publique d'acteurs d'ICE. Donc il s'agit de créer à la fois des alliances avec des acteurs importants et d'être capable de faire des compromis aussi. C'est pas parce qu'on a une idée que c'est cette idée-là qui va forcément ressortir. Il faut être capable de faire des compromis, de négocier autour d'une même thématique et voilà, donc de créer vraiment aussi des multiplicateurs en fait et des alliances. Donc il s'agit de créer une intelligence collective autour de toutes ces initiatives. Ensuite, la troisième recommandation était autour d'une communication virale, donc à la fois Facebook, Twitter, les blogs, les sites internet, mais aussi budgétaire. Donc sans aucun sou, il est très très difficile de monter une ICE et de créer son network en fait. Donc il faut avoir des idées, mais pas seulement, il faut aussi avoir la volonté de vraiment poursuivre pour arriver à la fin de son ICE. Donc comme outil plus pratique, nos outils préférés dans ce workshop étaient la vidéo, qui peut aussi tourner dans le mauvais sens, c'est-à-dire dépenser beaucoup d'argent et n'avoir aucun but positif. Mais on peut aussi créer des vidéos à peu d'argent et qui sont très effectives et qui circulent largement sur Internet. Mais aussi d'autres outils qui sont peut-être moins connus comme le crowdsourcing ou crowdfunding, où avec 2, 3 ou 4 000 euros financés par des citoyens de l'Union européenne, on peut arriver à de très beaux projets. Donc ici, on s'est également interrogé sur le rôle de la commission, parce que la commission ne peut pas être à la fois juge et jury en fait. Donc est-ce que la commission doit avoir un rôle plutôt externe? Est-ce qu'elle doit plutôt regarder et donner ses conseils, ou est-ce qu'elle doit s'impliquer plus en fait? Et enfin, la quatrième recommandation, qui est très très courte en fait, mais on a décidé d'en faire une recommandation qui était, quand on veut une signature, en fait, il faut 10 citoyens. Parce qu'avec un citoyen par signature, ce sera très difficile. Donc, en gros, pour avoir une signature, il faut mobiliser davantage de citoyens, en fait. Donc, pour conclure, dans ce workshop, pour conclure, ce serait plutôt un outil de luxe. Voilà, donc on a comparé aussi un peu avec le mouvement des indignés, par exemple, qui ne nécessite aucune ICE, mais qui arrive quand même à mobiliser bien plus de personnes, même plus qu'1 million de citoyens. Donc peut-être comparer un peu son idée avec celui des indignés, comment eux ils arrivent à mobiliser les personnes, comment eux ils arrivent à montrer leur projet, et qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux finalement aussi pour sa propre ICE. Voilà. Alors pour le second workshop, dit workshop B, qui portait sur le networking, donc on est au stade de montage de l'ICE, au moment où on commence à chercher des partenaires pour monter cette ICE, puisque vous le savez, il faut être donc 7 partenaires de 7 pays européens différents.
Pour ce workshop, nous avions donc 4 porteurs, promoteurs d'ICE, Vincent Chauvet, Nicolas Quiron, Ségolène Pruvot et Philippe Perchoc, qui nous ont fait un retour d'expérience sur l'ICE à laquelle ils participent. Moi, j'ai trouvé que c'était un workshop assez dynamique où il y avait des représentants d'associations, mais aussi des étudiants, des représentants d'institutions beaucoup plus officielles et sérieuses, mais que finalement tout ce petit monde a réussi à bien communiquer, à bien échanger pour faire ressortir quelques recommandations. Donc ce qui est ressorti de ce workshop, c'est que finalement, lors du montage de l'ICE, beaucoup de personnes vont essayer de mobiliser leur propre réseau, un réseau personnel, un réseau de contact auprès des élus, des parlementaires européens, nationaux, auprès d'autres associations qu'ils connaissent déjà. La question, c'est comment faire quand on est un citoyen lambda et qu'on ne bénéficie pas de ces contacts, qu'on ne connaît pas de personnes susceptibles de nous soutenir pour monter cette ICE. On avait divisé le workshop en deux pour travailler en 2 petits groupes et finalement on s'est retrouvés ensuite et on a pu constater qu'on avait à peu près partagé les mêmes idées chacun de notre côté. Donc parmi les recommandations qui ont été élaborées, disposer d'une base de données européenne, d'un espèce d'énorme annuaire européen qui permettrait aux porteurs d'ICE de trouver leurs partenaires, donc en choisissant un thème de travail, en choisissant un pays en particulier, qui permettrait donc d'identifier les partenaires les plus à même de venir avec une association, un citoyen même isolé sur une ICE. Mettre à profit également, deuxième recommandation, ce qui existe déjà, c'est-à-dire les réseaux existants, les jumelages, les fédérations européennes de syndicats, de professions, les registres des lobbyistes accrédités auprès de la Commission européenne ou encore toutes les associations, toutes les structures qui peuvent demander une aide européenne par le biais d'un appel d'offres ou d'un appel à proposition et qui sont recensées par la Commission européenne, sachant qu'aujourd'hui ces recensements ne sont pas assez précis, ne donnent pas assez d'éléments sur la structure qui a bénéficié de cette subvention, sur son projet ou encore sur les moyens de le contacter. Pour justement rentrer plus facilement en contact avec des personnes à même de nous renseigner, avoir des points de contact, alors des points d'aide, des guichets, des personnes qui soient non seulement au niveau national mais plus même au niveau régional et local, à même de renseigner le citoyen sur l'ICE, à la fois sur ce qu'est une ICE, quels sont les obstacles juridiques, comment les surmonter, mais aussi comment trouver des partenaires, donc en les mettant en contact avec d'autres points de contact dans d'autres pays et pour pouvoir élargir son réseau au-delà des frontières nationales. Enfin, profiter de l'année 2013, qui est l'année européenne du citoyen, pour promouvoir à la fois l'ICE, mais aussi les ICE existantes. Puisque moi, j'avais tendance à dire, une fois que l'ICE est enregistré, le networking c'est terminé. On m'a dit non, pas du tout, et à juste titre. Le networking ne s'arrête jamais. On peut très bien élargir son réseau, alors que l'ICE a déjà été déposé. On peut très bien être à la recherche de nouveaux partenaires, puisque c'est aussi sur ce réseau, sur l'efficacité de ce réseau que repose le succès de l'ICE. Si le réseau comporte des associations, des acteurs qui eux-mêmes sont prêts à diffuser dans leur propre pays l'ICE, à faire bénéficier l'ICE de leur propre réseau, voilà, c'est un petit peu un système de domino, chacun va répercuter l'ICE sur son propre réseau et donc il va permettre de diffuser l'ICE auprès du plus grand nombre, ce qui rejoint la communication et donc d'atteindre cet objectif quand même ambitieux d'1 million de signatures. Voilà pour nos recommandations. Alors le troisième workshop était consacré au fundraising, animé par Tony Venables qui expliquait que jusqu'à présent il n'a pas encore été vraiment question du fundraising et c'est quand même une question essentielle. Donc plusieurs participants, aussi bien du monde de l'entreprise, associatif, éducatif, qui ont un peu expliqué leur expérience. Il y a eu une discussion autour du message, en fait, au départ un message plutôt optimiste, en disant que si l'objet de l'ICE, si le message était clair, cela donnait envie en fait aux gens de participer financièrement. Et puis au cours de la discussion, on est devenu un peu plus réaliste et on a pris conscience des difficultés. Alors 4 recommandations de ce troisième workshop. La première, c'est que l'idée que les institutions européennes qui ont un point de contact doivent faire un peu plus, faire en sorte qu'il y ait par exemple un serveur qui fonctionne, assurer les traductions, que les frais de voyage pour le comité du citoyen par exemple soient pris en charge.
Une deuxième recommandation concernant en fait le travail à faire sur les exonérations fiscales pour les donateurs de fonds, pour les qui souhaitent participer, sachant qu'il y a également un statut de la Fondation européenne qui est en cours. Voilà. Ensuite, une troisième recommandation sur la mise en place d'un microfonds pour explorer les fonds, mais à un stade préliminaire en fait, pour soutenir le travail en amont, le travail exploratoire. Voilà. Et une dernière recommandation. La dernière recommandation, c'est de. Ce qui est intéressant, c'est de demander une contribution du public au moment de la signature. En fait, il y a des pratiques déjà au niveau national qui consistent à demander 1 euro symbolique pour chaque signature. Donc ça, ce serait par exemple une proposition. Il y a aussi l'idée que tous ces participants, en fait, ce qui serait intéressant, c'est qu'ils suivent le projet. Seulement, on se trouve confronté au problème de la protection des données, puisque tous les signataires doivent ensuite, la liste en fait des signataires doit être détruite. Donc voilà, peut-être leur demander s'ils ont envie ensuite de suivre le projet et qu'ils puissent être contactés par ailleurs. Merci aux 3 rapporteurs. On va maintenant passer à la plénière de clôture avec les gens François Castex, Philippe Pleguen, Alain Mouchou, Thomas Seguin. Je crois que vous voulez commencer, je crois que vous partez en premier. Ah, non, pas... D'accord. Ah, je crois que vous étiez pressé, m'a dit que vous étiez pressé. Ah, non. D'accord. Vous êtes déjà au droit là? Oui, non, c'est bien. Je reste demain soir. Je n'ai pas d'avion. Donc à travers ces 3 rapports des workshops, on se rend bien compte que c'est un chantier qui est work in progress, que les ICE, qui reste beaucoup à faire. Il y a une foultitude d'idées qui viennent ici, tant en termes de communication que de networking, que de fundraising. L'objet de cette plénière de clôture, c'est peut-être d'essayer de voir comment nos différents intervenants ici peuvent prendre en partie, tout ou partie de ces recommandations, ce qu'elles en pensent, est-ce qu'elles les croient réalistes et est-ce qu'elles peuvent demain nous servir de levier auprès des autorités concernées. Alors, il y a 4 personnes à l'estrade. On va peut-être commencer par Françoise Castex, qui est à ma gauche, qui est députée européenne socialiste, qui est membre de la commission des affaires juridiques et de la commission de l'emploi et des affaires sociales, présidente de la Ligue des droits de l'homme du GER. Non, plus. Elle n'est plus présidente de la Ligue des droits de l'homme du GER. Elle a participé à 2 ICE, une sur le droit à implémenter l'eau comme un droit humain, une autre pour améliorer les programmes d'échange Erasmus. Ah, ça, c'est pas une ICE. C'est pas une ICE. Bon, vous allez nous expliquer clairement. Voilà. Donc je pense que Françoise Castex va se présenter elle-même. Oui, donc j'ai soutenu en fait la première ICE qui entre dans le cadre législatif d'une initiative citoyenne européenne telle que définie à partir du traité de Lisbonne et dans les modalités que vous avez étudiées et examinées tout au long de cette journée. Tout ce qui s'est passé avant
et notamment toutes les pétitions, parce que le système de pétition dans l'Union européenne existe depuis longtemps, si bien qu'il y a même au Parlement européen une commission parlementaire pétition, qui est, vous avez eu ma collègue Sandrine Bélier ce matin, je crois, en introduction, et elle siège dans cette commission pétition. Et il y a donc des pétitions qui sont recevables au niveau de l'Union européenne et qui peuvent être transmises au Parlement, enfin à la Commission. Mais elles n'entraient pas dans ce cadre, dans ce nouveau cadre législatif de l'ICE. Et je vais tout de suite vous donner mon opinion là-dessus. Je pense que c'est un outil qui est très difficile à mettre en place, qui va coûter très cher, dans lequel il y a sans doute beaucoup d'épuisement à obtenir de la part des organisations qui le mettraient en place. Une grosse organisation comme la Confédération européenne des syndicats a tenté il y a un an de lancer la première initiative citoyenne européenne sur les services publics. Elle s'y est cassée les dents. Et elle n'est pas prête de recommencer. Parce que bon, comme souvent quand on lance une pétition en France sur n'importe quoi, on dit toujours, moi je suis avec Alain Mouchou, les anciens syndicalistes, le risque de lancer une pétition, c'est souvent que l'on fait une seule démonstration, c'est celle de sa faiblesse. Et pour des grosses organisations qui engagent leur responsabilité dans ce type d'initiative, on y réfléchit à 2 fois avant d'échouer sur une initiative comme ça. Et sur l'initiative donc de l'EPSU, la Fédération donc de la fonction publique pour aller vite, que j'ai soutenue, par exemple, la Confédération européenne des syndicats n'a pas voulu s'y associer, alors qu'il aurait été logique que la Confédération européenne des syndicats s'y associe pour avoir une plus grande surface pour récolter les signatures, d'autant plus que les critères maintenant, avec un quota par pays, sont extrêmement difficiles à obtenir. Quand il n'y a pas de quota comme ça, parce que si on regarde par exemple certaines pétitions moi que j'ai suivies, il y a eu une très forte mobilisation citoyenne contre ACTA, qui a déjà recueilli 2,8 millions de signatures, mais qui est hors cadre, donc qui est pour la Commission européenne pratiquement nul et non avenu. Donc vous voyez, il y a une espèce quand même de décalage entre les outils de l'expression des citoyens qui existent et qui sont un petit peu spontanés, comme la pétition qui existe déjà et qui y en a beaucoup, et cette espèce de cadre législatif nouveau qui a tellement de contraintes que je crains qu'il tue l'initiative et qu'il ait l'effet inverse que celui annoncé. Voilà. Alors, j'ai cette vision pessimiste vous étant livrée. Je dois la compléter tout aussitôt en me disant que, bon, je parle bien sûr de la place où je suis en tant que parlementaire européenne, et que vous ne serez pas étonnés si je vous dis que l'instrument de démocratie et donc de citoyenneté dans l'Union européenne, c'est le Parlement européen. C'est le Parlement européen. N'importe quel citoyen, organisation qui saisit un ou plusieurs parlementaires peut
déclencher ce que nous appelons une déclaration écrite, c'est-à-dire que c'est une pétition, mais au sein uniquement du Parlement européen, et qui a la même fonction, enfin, qui a la même objet que l'initiative citoyenne. C'est-à-dire que si on a la moitié des signatures des parlementaires, c'est en fait notre seul pouvoir d'autosaisine législative, de seule proposition de loi, est transmise à la Commission européenne qui doit l'examiner. Et c'est beaucoup plus facile quand même de faire une déclaration écrite et de l'aboutir que de réussir une initiative citoyenne. Alors c'est vrai, ça implique moins les 1 million ou plus de citoyens qui signeraient, mais l'un n'est pas exclusif de l'autre. Vous avez fait allusion à l'initiative sur Euromed. L'initiative sur Euromed, c'est une déclaration écrite. C'est-à-dire que c'est une initiative que j'avais prise avec Vincent Payon, de créer un projet spécifique Euromed. Nous avons été soutenus et la mobilisation citoyenne qui s'est faite autour de cette déclaration écrite venait de Sauvons l'Europe, des syndicats étudiants au niveau européen qui ont donc ensuite fait du lobbying, qui ont fait de la mobilisation auprès de leurs membres, qui ont relayé auprès des parlementaires, et nous avons obtenu la majorité des signatures. De même que sur ACTA, j'étais à l'initiative d'une déclaration écrite sur la transparence non ACTA. On a aussi obtenu la majorité des signatures, mais ça demande beaucoup d'énergie de la part des parlementaires qui ont l'initiative, mais aussi de la part des associations et des citoyens qui relaient auprès des autres parlementaires pour qu'ils aillent signer. Il y a des dizaines et des dizaines de déclarations écrites déposées tous les ans. Il y en a 5% qui atteignent le nombre de signatures. Pour vous donner une idée, parce que transposer sur l'initiative citoyenne, je pense que la proportion sera encore plus faible. Parce que 700 parlementaires qui sont sensibles à l'initiative, qui sont sollicités en permanence pour signer telle et telle déclaration, il n'y a quand même que 5% de déclarations écrites qui aboutissent. Et une fois que nous avons abouti sur une déclaration écrite, nous n'avons pas de droit de suite. Si nous ne prenons pas l'initiative de s'octroyer un droit de suite, alors pour ACTA, c'était facile, si l'on peut dire, puisqu'il y avait une proposition, parce qu'on était dans un processus législatif. Donc, il y a eu des votes. Mais pour Euromed, pour Erasmus Euromed, nous avons avec Vincent à peu près 6-7 mois après avoir déposé cette déclaration écrite avec la majorité des signataires, provoquer une réunion, un colloque au Parlement européen en invitant la Commission européenne, etc., pour dire, bon voilà, on a eu les signatures, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y aura pas. Si on ne réintroduit pas le projet d'Euromed dans un processus législatif où quand on va examiner le budget ou le programme Erasmus, on va déposer de nouveau des amendements pour remettre à l'ordre du jour Euromed, il ne se passera rien. Voilà. Donc, le déficit de démocratie au sein de l'Union européenne, c'est un vrai sujet en soi. Il vous concerne, vous citoyens, il nous concerne, nous parlementaires, qui sommes vos représentants, et je crois que c'est un problème qu'il faut attaquer par tous les fronts,
par tous les fronts, par la mobilisation des parlementaires en lien avec la société civile, avec les citoyens, mais aussi avec les corps intermédiaires, hein, parce que si nous, on peut, nos interlocuteurs, ce sont les corps intermédiaires, que ce soit les organisations, les associations comme toute l'Europe, les syndicats, les associations d'élus, etc., pour faire entendre cette voix-là, dans la mesure où la Commission européenne est la seule à avoir l'initiative des lois et des règlements, et que si elle ne peut pas légiférer, elle ne légifère pas. Elle ne propose rien. Si elle ne veut pas prendre en compte un problème, un projet, une problématique qui intéresse les citoyens, il ne se passe rien. Donc l'institution la plus perméable à ça, c'est le Parlement européen, parce que c'est une institution élue et qui est, à mon avis, le bon relais pour faire passer des idées. Alors, si je soutiens l'ICE, même en étant sceptique, c'est parce que tout est bon, voilà, tout est bon. Et ça fait partie des outils qu'il faut soutenir, voilà. Mais sachant que ce n'est pas le seul, sachant qu'il va falloir le manier avec beaucoup de prudence pour ne pas s'y épuiser, et pour pas ni en argent, ni en temps, ni en énergie militante, et que il ne faut pas penser que c'est un citoyen comme ça qui va tout d'un coup arriver à avoir 1 million de signatures. C'est quelque chose qui doit être inscrit dans de la mobilisation, dans de l'organisation, et en s'appuyant sur quand même des grosses structures, hein, des grosses structures qui ont au moins des implantations dans plusieurs États membres, qui ont les reins solides pour lancer cette initiative qui va coûter des sous, qui va coûter de l'argent, et avec, à mon avis, chaque fois un relais, au moins avec le Parlement européen. Excusez-moi si j'ai été un peu long. C'est parfait, hein. Ça a le mérite de la clarté. On ne peut pas tomber dans l'angélisme avec vous, donc c'est très très bien. Ah ouais, non, c'est très 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 bien. Est-ce que votre voisin Alain Mouchou, ancien secrétaire général du comité syndical européen d'éducation et vice-président de la Confédération des OING, partage votre avis? L'avis est nécessairement partagé parce que je crois que nous pouvons faire un constat où que nous nous trouvions aujourd'hui, il y a un déficit démocratique dans le fonctionnement et la vision que les Européens, où qu'ils se trouvent, de l'Europe. Mais je m'exprime ici non pas seulement au nom de l'Union européenne, et d'ailleurs je remercie l'institution de m'avoir invité aujourd'hui, puisque j'ai des responsabilités désormais au sein du Conseil de l'Europe. Donc je dirais un simple mot, car je suis persuadé que le Conseil de l'Europe ne vous est pas forcément connu, en tant qu'institution et dans son rôle et ses prérogatives. Le Conseil de l'Europe est la première organisation à avoir été constituée en Europe en 1949, après le congrès de La Haye en 1948. Il regroupe aujourd'hui 47 pays. Donc si vous avez en mémoire les 27 de l'Union européenne, vous imaginez tout de suite quels sont les pays qui actuellement sont dans le Conseil de l'Europe et ne sont pas encore dans l'Union européenne. Je pense à la Turquie, je pense à la Fédération de Russie, je pense à des organisations, des pays comme le Kazakhstan, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous énonçons qu'il y a un déficit de fonctionnement démocratique et dans l'Union européenne, dont on peut faire le constat sans forcément remettre en cause sa construction, ce qui est tout à fait différent. Il y a aussi des personnes qui disent il n'y a pas de démocratie dans l'Union européenne, donc nous n'avons pas besoin d'Union européenne. Il faut être très clair là-dessus, nous sommes tous comptables du développement, de la construction de l'Europe, et donc d'une Europe démocratique. Mais nous n'avons pas le droit non plus d'échouer. Beaucoup de pays, j'étais en Ukraine il n'y a pas longtemps, même avec le changement politique, ont exprimé leur désir de rentrer, de se joindre à un moment donné dans l'Union européenne. Je ne parle pas de la Turquie qui répond à d'autres critères. Mais on n'a donc pas le droit de décevoir les attentes des citoyens de ces pays qui voudraient bien avoir plus de démocratie le jour où ils rentreront dans l'Union européenne.
Donc l'initiative citoyenne européenne répond aussi à ces critères. Nous devrions avoir une obligation de résultat. D'abord pour les citoyens européens, majoritairement présents ici, mais aussi naturellement pour l'ensemble des citoyens européens. On ne peut pas affirmer, quand on est démocrate, qu'il y aurait d'un côté des citoyens qui bénéficieraient de droits. Je pense aussi aux droits fondamentaux, dont il faudrait bien rappeler l'existence et la nécessité de les affirmer encore plus, et puis des Européens qui vivraient dans d'autres pays du continent, mais qui n'auraient pas à accéder aux mêmes droits. Vous voyez à quel pays, notamment, on peut faire allusion. Donc, moi, je m'exprime ici au nom du Conseil de l'Europe en disant qu'il y a des éléments extrêmement difficiles qu'il faut surmonter les uns et les autres, les uns avec les autres. L'intérêt de l'initiative citoyenne européenne est naturellement visible sur le fond. Chaque fois qu'on peut rapprocher une personne, un citoyen européen, du fonctionnement de l'institution à tous les niveaux dans lesquels il vit, c'est naturellement une obligation à la fois morale et fonctionnelle. Le deuxième intérêt que nous voyons, c'est que, où que ce soit, c'est que, naturellement, la société civile a besoin encore plus de s'organiser. Nous avons dans tous les pays que nous fréquentons, les uns et les autres, des associations, il y en a plusieurs centaines de milliers dans l'ensemble du continent européen. Je ne me trompe pas de zéro. Bon. Donc, mais des associations locales, des associations sans durée, ou bien des organisations au contraire qui s'investissent dans la permanence, dans la durabilité. Vous avez des pays aussi où le droit d'association n'existe pas. Je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, la Douma à Moscou a refusé la création d'un certain nombre d'organisations non gouvernementales, ONG, sous le prétexte qu'elles étaient financées par l'étranger. Je signale que hier, j'étais encore à Strasbourg, nous avions notre session, et ça fait partie de notre débat, Monsieur le Président, notre session, nous avons accueilli une délégation du Bélarus. Il faudrait aussi que, y compris dans cette salle et ailleurs, nous ayons présent à l'esprit qu'il y a au moins un pays en Europe où la démocratie n'existe pas du tout. Qu'aux dernières élections présidentielles, on a emprisonné, on a molesté, on a tué aussi des gens qui représentaient des associations qui simplement demandaient plus de démocratie. Bon, je signale aussi que l'année dernière, on a refusé aux étudiants de se présenter aux examens de fin d'année parce qu'ils étaient des opposants au régime. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai fait en 2 ou 3 minutes ce rappel? C'est-à-dire que nous devons avoir présent à l'esprit que nous sommes engagés dans une grande lutte, dans un grand combat, qui est un combat de la démocratie. Et comme l'a dit ma voisine, il est évident que tous les moyens sont naturellement utiles pour y parvenir. Bon. Maintenant, les moyens sont utiles pour y parvenir, cela n'enlève pas la difficulté de ces moyens pour y parvenir. Je donnerai un autre exemple. Ce matin, ça est presque cité, mais pas suffisamment. 2013, c'est l'année européenne des citoyens. Je vous signale d'ailleurs que quand le projet a été lancé, y compris avec le concours du Parlement européen, il y a 2 ans, on avait parlé de l'année européenne de la citoyenneté. Le changement sémantique n'est pas artificiel. Et nous avons agi, où que ce soit, pour dire qu'effectivement, il faudrait mieux parler de l'année européenne des citoyens plutôt que de la citoyenneté, qui est un concept. On peut s'approprier, mais les citoyens, ils sont directement, quotidiennement, dans leur citoyenneté. Par conséquent, mais il faudrait lier déjà dès maintenant dans les déclarations, que ce soit, je sais bien que le Parlement européen va acter dans ce domaine-là au mois de septembre en particulier, mais est-ce que dans nos opinions publiques, est-ce que vous, dans les réseaux que vous fréquentez, est-ce que cette décision vous est familière que l'année 2013 va être l'année des citoyens? Je ne suis pas certain que vous pourriez me répondre oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'un côté, on lance des initiatives
dont on parle maintenant, c'est nécessaire. Puis d'un côté, on prend aussi d'autres initiatives et il n'y a pas de connexion entre les deux. Je pense que si on veut vraiment affirmer la notion de citoyenneté au bénéfice de l'ensemble des citoyens européens, il faut essayer aussi que les uns et les autres nous inscrivions dans la cohérence. Bon, on ne peut pas avoir un budget pour l'année 2013 et puis en même temps dire bah oui, mais il y a certaines opérations qu'on ne pourront pas faire. Et je voudrais maintenant dire un autre élément aussi. Les citoyens européens, où qu'ils habitent, ils ont besoin de la même démocratie. C'est pour ça que certaines organisations, dont une est ici présente d'ailleurs, s'engagent dans des collaborations entre organisations, associations, fondations, syndicats, toutes celles que vous avez présentes à l'esprit, pour que précisément il y ait déjà des coopérations entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Je pense en particulier au mouvement de jeunesse, pour ne citer que cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je vais terminer ici, monsieur le Président, parce que on pourrait effectivement être très long sur un sujet tel que celui-ci. Il y a un enjeu considérable. Un enjeu considérable qui est la construction continue de l'Europe de façon démocratique. Surtout, ne laissons pas accréditer que ceci est difficile parce qu'il y a une crise économique, financière, sociale. De toute façon, il y a un déficit de démocratie, de fonctionnement démocratique depuis des années. Il est lié de façon un peu consubstantielle à ce qu'est finalement l'Europe. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure, nous sommes favorables à la construction de l'Europe. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Donc, si nous sommes persuadés que cet élément-là de la citoyenneté, d'une vie reconnue des citoyens avec l'ensemble de leurs droits dans l'ensemble de l'Europe est une nécessité absolue, à ce moment-là, eh bien, il faut aussi s'engager les uns et les autres pour que ces initiatives citoyennes soient vraiment un succès. D'autre part, ce qui est une bonne chose aussi pour nos organisations, Françoise en a cité quelques-unes tout à l'heure, ça va aussi forcer les organisations, qu'elles soient grandes ou petites, à peut-être plus solidaires et à travailler peut-être plus ensemble. Et ça, c'est un élément important qui va nous contraindre, nous, le mouvement associatif, d'agir dans ce domaine-là. Dernier mot, il faut toujours, en ayant présent à l'esprit que je parle de la Grande Europe, imaginez un Polonais qui habite à côté une organisation qui habite à côté de la frontière avec l'Ukraine. Il aura la possibilité, donc dans les 7 pays, avec des 7 organisations, etc., d'aller plus loin dans la citoyenneté. Par contre, à quelques dizaines de kilomètres de l'autre côté en Ukraine, ce sera non. Je pourrais prendre le même exemple entre la Grèce et la Turquie. Et puis Chypre, alors, comment va-t-on faire? Donc, je crois qu'il faut d'abord décider de ne pas s'auto-censurer en ce qui concerne toutes les initiatives de caractère européen, y compris celles que nous venons de dire. Merci. Merci. Donc on retiendra que nous sommes engagés dans un combat pour la démocratie, que tous les moyens sont utiles, mais qu'il ne faut pas rêver l'ICE. Peut-être qu'à ma droite, Thomas Seguin, qui est chercheur en sociologie, diplômé de l'IEP de Grenoble et de l'Institut d'études européennes de Bruxelles, aura un avis un peu différent. C'est peut-être à droite un peu plus optimiste. Merci. Déjà, je voudrais dire que j'admire l'énergie de la société civile au niveau européen, parce qu'il est important de resubstantialiser l'Europe à partir de la société civile. En tant que sociologue, j'aimerais revenir quand même sur ce chantier de l'Europe démocratique et politique qui a commencé véritablement en 1992 avec l'émergence de la citoyenneté européenne, tout le monde le sait. Une citoyenneté qui s'est voulue et qui doit être aujourd'hui de plus en plus active. Et notamment avec l'initiative européenne, on arrive à terme à une implication, ça a été dit, dans le processus de codécision avec la Commission et le Parlement. Donc de l'intégration négative qui supprime les entraves aux échanges économiques à l'intégration positive qui constitue un socle commun de valeurs qui va inspirer les politiques, il y a un pas que nous devons franchir, que l'Europe doit franchir. Et la pétition existe déjà actuellement au Parlement, mais il est vrai que le Parlement n'a pas les moyens de forcer la Commission il n'y a pas une suite donnée à ces pétitions de manière effective. Donc pour moi le blocage il se situe notamment dans l'imaginaire politique de l'Union. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que l'Union, elle est issue d'une méthode historique de construction qui fait une opposition entre l'idéalisme et le réalisme. C'est la matrice de l'Union européenne. Alors quelle est cette opposition entre idéalisme et réalisme ? C'est laisser les peuples décider démocratiquement eux-mêmes, ça c'est l'idéalisme. Et le réalisme, c'est confier à des technocrates le soin de guider le destin, l'avenir des peuples à l'abri des passions nationales. Et nous sommes encore pris dans cette fluctuation entre ces deux visions, entre l'idéalisme, les peuples, et le réalisme, la technocratie. Et à vrai dire, la politisation de l'Union européenne est toujours prise, envisagée comme un risque pour certaines institutions européennes. Donc dans ce cadre, ou dans cet équilibre en fait, entre ces deux visions, j'aimerais dire trois choses. Bon, j'essaierai d'être rapide, vous me dites si je dépasse un peu. Premièrement, bon, ça a été dit, il y a une occasion de participer pour la société civile aux travaux de la Commission, mais il y a des conditions qui sont quand même importantes, parce que l'initiative législative de la Commission est un primat. On peut le questionner, je pense qu'on doit le questionner, parce qu'il s'agit notamment de définir l'intérêt communautaire à partir de toutes les entités de l'Union, et pourquoi pas aussi la société civile. Mais si la pétition peut pousser la Commission à proposer un acte juridico-politique, il faut distinguer la pétition comme moyen de contrôle juridictionnel des pouvoirs ou des réglementations, la pétition comme protestation, ça a été dit aussi, et la pétition comme proposition politique qui prolonge les traités. Car au fond, une profusion ne sera jamais véritablement une bonne chose, et la condition de recevabilité majeure repose sur le respect du contenu des traités. Mais ce respect des contenus, la constitutionnalité, ça implique déjà un contenu politique assez important, qui a été critiqué d'ailleurs par un ministre et un politologue européen belge, qui s'appelle Paul Magnette, qui a critiqué cette notion de constitutionnalité. Il y a déjà quelque chose, il y a un bloc de constitutionnalité, et c'est pas simplement technique, c'est aussi un contenu qui est très politique et qui rétroagit sur le contenu même de la proposition de l'initiative. Donc il faut briser l'ostracisme relatif de la Commission, parce que celle-ci le demande et en a besoin. Mais pas de n'importe quelle manière aux fins de l'application du traité. Donc moi, ce que je vous conseille au niveau stratégique, c'est plutôt d'être dans un processus de co-construction avec la Commission sur de nouveaux sujets. Il va falloir se saisir du travail législatif de la Commission, y compris son travail de réflexion fondamental à travers les livres blancs, par exemple. Plutôt qu'un bras de fer ou une simple force de pression, la société civile va devoir être à l'avant-garde des sujets et contribuer donc à la formation des valeurs et de la conscience européenne, donc une force d'anticipation, d'incitation et de proposition, pousser la Commission dans ses retranchements, mais à partir des traités, en stimulant sa vocation à promouvoir et à élargir l'intérêt communautaire, parce qu'il faut faire attention, dans le règlement c'est dit, la Commission peut peut faire des modifications au règlement. Donc ça veut dire que si la Commission voit qu'il y a trop de problèmes par rapport à cette initiative, ils ont la possibilité de mettre des clauses et de modifier et de rendre peut-être la chose plus compliquée ou moins directe. Deuxièmement, la question récurrente, et j'essaierai d'être rapide, la question récurrente, c'est l'enjeu de la structuration d'une communication transnationale sans authentique espace public. Donc la société civile est organisée au niveau européen, certes c'est vrai, mais il y a beaucoup à faire pour synchroniser les débats et irriguer les sociétés nationales avec les thématiques européennes, la fameuse dissémination. Donc par rapport à l'initiative, deux éléments vont dans le sens de la construction d'un espace public européen. Le premier, c'est que la société civile va pouvoir travailler avec le Parlement, vous l'avez dit, madame la députée, va pouvoir travailler avec le Parlement conjointement pour proposer des initiatives, et c'est très important, ça complémente la démocratie représentative, et c'est une vocation du Parlement, il y a la possibilité d'audition avec le Parlement, et ça va ouvrir le Parlement à la société civile d'une manière transparente et constructive. Alors j'ai noté comité des régions, comité économique social, relais ONG, députés, euroblogueurs, médias, collectivités locales. Donc ça, c'est la constitution d'un espace public. Et je pense que la Commission a en tête, parce qu'il faut aussi comprendre pourquoi la Commission propose ça, ou pourquoi c'est proposé, peut-être elle a en tête cet effet de dissémination que vous pouvez avoir dans la création d'un espace public européen. Enfin, pour finir, l'utilisation des technologies de l'information est bien sûr primordiale. Donc on a beaucoup d'espoir dans l'e-démocratie, pour récolter les signatures avec des signatures authentifiées.
mais aussi dans le fait que les débats et les propositions puissent s'interpénétrer, ça c'est très important. Il faut qu'il y ait une forme d'interactivité entre les signataires, l'organisation, et les initiatives entre elles. Il faut que, quelqu'un l'a dit, il faut que les signataires soient aussi partie prenante de la formulation et de la dissémination de l'initiative. Donc pas simplement les citoyens, mais aussi tous les partenaires du réseau. Donc il faut aussi susciter le débat avec et au-delà d'Internet, pas simplement requérir la signature du citoyen, mais lui permettre lui-même de débattre, de s'approprier l'initiative, de partager son point de vue sur l'Union à partir d'analyses argumentées et informées, le fameux savoir citoyen, l'expertise citoyenne. Donc je finis sur 2 points rapides. Le site Internet, il manque 2 acteurs ici dans cette pièce, c'est la Commission européenne et les États membres. Parce que les États membres authentifient les signatures. Alors je ne sais pas si la Commission, elle s'est coordonnée avec les États membres sur la question du site Internet. J'ai vu une vidéo de Joël Miquet en Belgique qui disait qu'elle n'était pas prête pour authentifier les signatures. Donc ça c'est une question. Comment on va faire pour authentifier les signatures? Est-ce que le site marche pour l'authentification des États membres? Ça c'est un problème. Et puis sur le site Internet, bon, tout est faisable avec Internet. On peut faire une plateforme collaborative entre initiatives. On pourrait faire une sorte de banque des initiatives que la Commission financerait à travers une structure indépendante. Donc elle ne serait pas juge et partie. Elle financerait une structure indépendante qui ferait une banque des initiatives où il y aurait les initiatives avec toute la logistique que cela implique, ou alors qu'on propose dans une plateforme un kit tout fait pour que les gens puissent proposer les initiatives d'eux-mêmes. Bon, je finis sur le 2e point, c'est comment on va faire. Ça, c'est très important pour que des citoyens ordinaires, et pas simplement des citoyens éduqués, ou alors des professionnels comme vous, de la société civile, comment on va faire pour qu'ils puissent s'approprier le débat et construire le destin européen. Il me semble que c'est important parce que l'Union européenne, elle a besoin, je parle en sociologue, des formes concrètes de la socialité, que ces valeurs soient issues de son substrat même, et que ces politiques reflètent les besoins des citoyens européens. Je vous remercie. Donc merci. Les ICE ont un vrai rôle à jouer, pour autant qu'elles soient co-construites notamment avec la Commission. Elles bénéficient aussi d'un relais naturel qui est celui des associations. Philippe Le Guen, qui est avec nous, qui est directeur de l'association Jean Monnet, insiste particulièrement sur le rôle des associations pour le développement des ICE. Notamment, ils disent, pour que les ICE se développent et que cet outil de démocratie participative ne soit pas exclusivement réservé aux initiés des affaires européennes, aux acteurs organisés, l'association Monnet propose aux citoyens son réseau de contacts ainsi que ses ressources intellectuelles pour la formulation des initiatives, l'évaluation de leurs objets, ainsi que la collecte des signatures à travers la mise en connexion des citoyens français avec des citoyens d'autres États membres de l'Union. Donc Monsieur Le Guen est un vrai partenaire pour nous aujourd'hui et c'est bien qu'on lui passe la parole. Merci beaucoup. En effet, on essaiera de proposer tout ça. Moi, je voudrais saluer quand même cette initiative d'aujourd'hui, d'avoir fait ce... Je ne sais pas s'il y a beaucoup de journées d'information dans les autres États membres, mais enfin, il serait intéressant de savoir si on peut les mettre déjà en réseau, c'est intéressant. Bon, moi, je ne me pose pas de questions pour savoir pourquoi... Enfin, c'est dans les traités, c'est dans le traité. Donc, mon premier réflexe a été de dire aux visiteurs qui viennent, on accueille 12 000 visiteurs par an à la maison de Jean Monnet, qui est l'endroit dans les Yvelines, d'ailleurs, je fais un peu de publicité au passage, où Jean Monnet a conçu le premier projet de communauté européenne du charbon et de l'acier. Bon. Donc, ce site appartient au Parlement européen, on y accueille du monde, et à chaque fois, les gens, on leur parle l'évolution depuis 1950. Et aujourd'hui, on a un traité de Lisbonne avec l'initiative communautaire, l'initiative citoyenne européenne plutôt, qui est prévue dans le traité. Donc moi, je ne me pose même pas de questions par rapport à... Voilà, il faut le mettre en place. Parce que si on ne met pas quelque chose en place qui est dans le traité, ben, encore une fois, on va pouvoir nous dire, bah, écoutez, vous faites des traités, tout ça, c'est n'importe quoi. Bon. Donc, c'est en place. Alors, pourquoi? Sans doute parce que, après un certain nombre d'échecs de référendums dans certains pays, comme on n'est pas
pas là pour les rappeler, eh bien on s'est dit comment finalement réconcilier un petit peu le citoyen avec la chose communautaire, l'Europe, qui semble qui est une nébuleuse pour beaucoup de gens et qui ne voit pas trop. Bon. Donc, moi, je salue cette idée-là. Enfin, j'ai été très enthousiaste quand j'ai vu que ça existait. Hein. Alors, après, évidemment, 1 million de signatures, il y a des règlements, il y a des choses. Bon, après tout, les règlements peuvent être changés en fonction de du mouvement que prennent les choses. Mais je salue vraiment cela. Alors, et moi... Quand j'entends bien Madame l'eurodéputée qui parle de ce qui existe déjà, des pétitions, etc. Pour moi, une pétition, c'est quand je ne suis pas content. On va faire une pétition pour se plaindre, pour ceci, pour changer ça, etc. Bon. Le terme, je le trouve, moi, négatif. Enfin, en tout cas, c'est comme ça, moi, que je l'interprète. Quand je ne suis pas content, je dis il faut faire une pétition. Hein. Les voisins vont faire une pétition contre ceux qui... Bon. L'initiative, je le vois plus comme vraiment quelque chose de positif. Peut-être que les institutions, la Commission européenne dans sa grande sagesse, les eurodéputés, les États membres n'ont pas pensé à un sujet qui pourtant est un sujet majeur pour un certain nombre de citoyens. Peut-être que ça viendra un jour parce qu'on sait que par une espèce de capillarité comme un papier buvard, eh bien, ce qui n'était pas du domaine communautaire aujourd'hui peut le devenir par l'expérience, certains projets, mais ça prend beaucoup de temps. Peut-être que les citoyens veulent que tout d'un coup un sujet strictement national qui n'est pas puisse être porté et que leur voix puisse être portée. Donc je vois comme quelque chose de positif. En tout cas, moi, si j'ai envie de l'expliquer à des visiteurs, je leur dirais que vous avez quelque chose d'extraordinaire. Vous avez la possibilité de faire bouger les choses. Et c'est pas une revendication, c'est pas forcément pour se plaindre, c'est pas forcément, ça peut l'être, bon, mais moi je le vois pas comme ça, parce qu'en effet des outils existent déjà. On peut manifester dans la rue, sont des choses, on peut faire des pétitions, mais là on a quand même quelque chose, et si ça aboutit, ce que j'espère, bon, le chemin est semé d'embûches, je le comprends bien. Plus je lis d'ailleurs ces textes, plus je me dis bon, il va falloir qu'on les amende quelque part. Là, le législateur devra faire quelque chose peut-être pour amender. Mais je me dis, on va peut-être porter un sujet. Et la commission, en principe, dans les textes, avait ce rôle d'initiateur. J'ai bien l'impression qu'elle ne l'a plus tellement aujourd'hui. Elle l'a un peu... et quand on voit... les rôles des États membres aussi, on est plus aujourd'hui dans de l'intergouvernemental dans certains cas, de la méthode communautaire dans d'autres. Tout ça pour le citoyen, c'est quelque chose, mais bon. Est-ce que moi, mon idée peut être bon. Alors c'est pas dans nos mœurs, c'est spécialement en France. J'étais à Lausanne hier à la Fondation Schuman, à la Fondation Monnet. Toutes les archives de Jean Monnet sont à Lausanne. Bon, les Suisses, eux, ils ont l'habitude, mais ils ont une overdose parce qu'on leur demande leur avis tous les week-ends. Bon. Donc ils ont même plus de 25% de participation à leur votation. Bon, alors, nous, en tout cas, on n'a pas cette habitude d'aller s'exprimer. D'autres pays l'ont peut-être plus. Vous avez parlé tout à l'heure de crowdsourcing, etc., qui sont des concepts qui ont été vraiment bien développés chez les Allemands, en tout cas dans les pays du Nord. Donc eux, ils sont peut-être plus en avance sur nous, il y a sans doute à aller voir ce qu'ils font. Bon. Mais en tout cas, on nous donne cette possibilité, et non seulement on nous la donne, mais elle est dans les traités. Donc, dans le traité, donc moi je me pose même pas la question, je dis il faut le faire. Bon. Alors, et puis là on est quand même dans le projet européen, on n'est plus, on est dans l'union des hommes. L'union des hommes. Moi, j'entends des gens qui me disent, moi tous les jours, je leur dis qu'est-ce que ça représente pour vous d'être européen? Bon, européen, moi je suis ceci, cela, je suis breton, je suis alsacien, je suis européen, oh là là, comme vous y allez, monsieur Le Guen, européen. Moi je commence toujours par dire je suis pas français, je suis européen. Bon, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Bon, alors là, on a la possibilité vraiment de jouer le jeu européen. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve 6 copains, copines, au total 7 pays, à qui je vais aller présenter mon idée. Je me mets à la place du citoyen lambda. J'espère que ça peut marcher avec le citoyen lambda.
Évidemment, on les aidera, on est là pour ça, on est tous des associations, des réseaux, etc. On est là pour aider. Mais le citoyen lambda, bon, on n'a qu'à sortir là dans la rue, je doute qu'on trouve un citoyen lambda qui a 6 copains dans 6 autres pays membres. Donc c'est super, ça va lui agrandir son portefeuille de copains. C'est comme sur Facebook, on va avoir un nouvel ami. Hein. Donc essayons de trouver, voilà, parce que je dis ça parce que vous allez peut-être me trouver un peu dans l'excès de positivisme, mais bon, moi, avant d'être à l'association Jean Monnet, j'ai été 20 ans dans une structure qui aidait au montage de projets transnationaux pour le Fonds social européen. Et à chaque fois, c'était la même chose. Je voyais des écoles, j'étais à l'époque même l'ancêtre du projet Leonardo, qui s'appelait Petra à l'époque, on voyait des professeurs, etc. Mais moi je connais aucun professeur en Allemagne, je connais aucun professeur en Angleterre, comment je vais faire? Bon. Donc, eh bien, ça allait très vite. Une fois que ces gens se rencontraient, comme ils étaient exactement sur la même longueur d'onde, ils parlaient peut-être pas la même langue, mais ils trouvaient un modus vivendi, ils trouvaient une langue. Aujourd'hui, tout le monde parle un peu plus l'anglais, c'est encore mieux. Bon. Et finalement, naturellement, les projets se montaient et on était vraiment dans la chose européenne. C'est le projet transnational. Moi, je le prends comme de la même manière. C'est-à-dire ça, cette initiative citoyenne, pour moi, c'est un projet transnational à monter avec des gens qui veulent, donc avec 6... Alors, c'est vrai que le transnational à 2 ou à 3, ou comme les jumelages à 2 villes, c'est déjà... Bon. Là, il va falloir 7. Bon, mais on est là pour les... Moi, je pense qu'on peut donner un appui pour ça. Et on est dans un projet transnational. Voilà. Donc, il faut que je trouve des bons partenaires. Il faut qu'on se mette d'accord. C'est quand même une histoire... alors, l'Internet, c'est bien, mais on ne peut pas tout faire avec l'Internet, quand même, dans un premier temps. Il faut que ces gens se soient rencontrés et se soient plu et aient envie de porter l'idée ensemble et comprennent l'idée de chacun, parce que mon idée qui peut être très bonne en France, si je l'expose mal à mon ami en Allemagne, il va peut-être la comprendre tout à fait de travers, il va dire moi ça ne m'intéresse pas. Donc il faut déjà qu'on essaye c'est ça la méthode communautaire. Là je pense qu'on est dans la méthode communautaire appliquée aux citoyens. Voilà, ça c'est mon avis, hein. Je veux dire, on est libre J'entends bien, hein, j'étais le premier à critiquer, à envoyer une note à la commission sur tous les défauts de la règle, etc. Mais bon, ils ne changeront pas, ils me l'ont dit, je suis allé voir M. Paul G, hein, il m'a dit on ne fera pas plus, c'est prévu comme ça, c'est comme ça, bon, très bien. Alors c'est à nous de le faire. Hein. Donc la méthode communautaire, c'est voilà, ton idée c'est intéressant, alors on va voir si elle est éligible dans le circuit, évidemment, hein, si c'est quelque chose qui est complètement à côté de la plaque, qui est contre les traités, c'est évident que ça va se voir tout de suite. Maintenant, il va falloir l'exprimer ça a été dit tout à l'heure, la clarté du message, hein, l'exprimer dans un message qui va pouvoir être compris de manière transnationale. Hein. Mais ça, c'est intéressant. Donc, quand vous avez un groupe d'amis différents de différents pays et que vous voulez partir en vacances avec eux, vous voyez bien que vous n'allez pas vous adresser de la même manière à eux qu'à vos voisins de palier. Bon. Donc ça c'est intéressant. Donc là je crois qu'il y a un appui aussi de toutes les structures qui font ça quotidiennement. On est tous en relation avec des organismes dans d'autres États membres. On sait bien qu'il faut qu'on s'exprime différemment, qu'il y a une manière d'expliquer, etc. Donc là, ça c'est intéressant. Et on va essayer moi je dis clairement, on est disposé à essayer d'aider les personnes, les citoyens, n'importe qui a une idée, et de l'accompagner, voilà. Et puis d'essayer que son idée... Alors évidemment le critère de la durée, bon, il faudra peut-être, à mon avis, plaider pour étendre la durée, parce que ça fait 8 mois utiles. Voilà, ça fait 8 mois, voire moins. Parce qu'on a cité tout à l'heure les États membres. En effet, c'est les grands absents. Moi, j'aimerais bien savoir même à qui on doit s'adresser dans un État membre, comme la France. Hein, je ne sais pas. Bon. Alors c'est vrai, vous allez me dire, on est en réorganisation, il y a eu les élections, etc. Il faut que les lettres de signature soient transmises à tous les services, etc. Mais bon, il y a par exemple dans les départements en France une unité au sein de la préfecture des départements qui est l'unité pour la mission d'appui aux associations. Je ne sais plus comment ça s'appelle, la vie associative. Peut-être, pourquoi pas eux ?
Hein, donc ça, ils dépendent, je pense, je ne sais pas de quel ministère, celui de la vie associative. Bon. Donc après, il faut une lettre de cadrage au préfet qui explique que, voilà, bon. Donc ça va prendre du temps. Bon. Donc je crois qu'il faut plaider, notamment dans les pays où parce qu'il y a des pays, je pense, j'imagine, déjà très avancés. J'imagine que non, les pays nordiques, ils sont toujours très organisés, ils ont sûrement déjà prévu quel guichet allait examiner les signatures, etc. Mais c'est des petits pays. Bon, à l'échelle du Danemark, c'est pas la même échelle. Bon. Alors, en fonction de ça, je crois qu'il faut prévoir quand même. Mais il ne faut pas décourager les gens. Moi, je dis, on ne va pas décourager les gens. Si quelqu'un a une idée qui veut jouer le jeu, et puis de toute façon, il aura gardé une expérience européenne de ça. Et c'est ce qu'on veut finalement, on veut réconcilier l'Europe avec les citoyens. Donc quand vous avez essayé de monter même si ça finalement ça finit par pas aboutir, bon peut-être, ou c'est repris, peut-être que l'idée sera reprise par des grands réseaux, des grands groupes, tant mieux. Hein, mais qu'au moins l'idée aboutisse, voilà. Il y a eu quelques idées qui ont été émises, déjà des initiatives qui sont en cours. Moi j'ai envie de dire allons-y, signons. Et puis mettons-nous à expliquer ça dans un contexte transnational, parce que c'est un exercice transnational que chacun devrait faire en Europe. Vraiment se rapprocher d'autres États membres, essayer de faire quelque chose en commun. Voilà. Alors je reste sur un ton optimiste. Hein. Alors optimiste, mais un peu à la Jean Monnet, vous savez, qui disait « je ne suis pas optimiste, je suis déterminé ». Bon, soyons déterminés à faire fonctionner ce dispositif unique au monde. Non, c'est unique au monde ce dispositif qui est dans le traité de Lisbonne aujourd'hui, et montrons-nous dignes de ce qui a été prévu dans le traité de Lisbonne. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci, unique au monde, mais connu par très peu de personnes. Et on a dit 98% des citoyens, euro-citoyens, ne savent pas que ça existe. Donc c'est quand même quelque chose de tout petit. Et ça prouve seulement qu'on est sans doute dans un état embryonnaire, à la porte de possibilités. Et en fonction de quoi, il y a le réalisme à ma gauche, il y a plus de rêves à ma droite. Et c'est bien, on a vraiment tous les aspects autour de cette table qui sont réunis. Alors peut-être avant de laisser la conclusion à Tony Venables, à qui effectivement on doit cette manifestation, la première en France de ce genre avec toute l'Europe et les CAS. Juste rapidement, pour pas aller plus loin, quelques questions pour nos invités, et on en prend 3 ou 4 si elles sont là, et sinon on laissera à Tony le soin de faire cette conclusion, de cette synthèse. Une question, Sarah. Pas de micro, mais peut-être que je pourrais assez fort. Juste une des questions tellement un peu directes. Est-ce que la Commission et le Parlement, ils entrent pas un peu en conflit en fait, avec cette ICE? C'est-à-dire que le Parlement européen avait déjà cet outil depuis longtemps, comme vous l'avez dit, l'eurodéputé. Est-ce que la Commission, en mettant cet outil en place en 2012, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de concurrence, de conflit entre ces deux institutions? Entre le Parlement et la Commission? La question de la concurrence, en fait. Vous ne vous sentez pas dépossédé de vos prérogatives. Il y avait effectivement 2000 pétitions par an qui vous arrivaient, qui n'aboutissaient pas, et peut-être que les ICE, c'est la chance de peser sur le Parlement. Non, pas du tout, parce que faut que vous soyez conscient que nous, on a une pression des citoyens qui est permanente, contrairement à ce que vous pouvez penser. Non seulement avec les lobbyistes, non seulement avec les citoyens que l'on côtoie quand même quotidiennement. Moi, je fais beaucoup de réunions dans ma circonscription, dans mon État membre, et alors maintenant, en plus avec Internet, les mails, Twitter, je peux vous dire que j'ai des questions très directes sur pourquoi j'ai voté comme ça. Et je mets un point d'honneur à répondre tout le temps. Sur Twitter, si je réponds tout le temps aux questions, même quelquefois quand j'ai des pressions, je sens qu'ils ne sont pas très... comment dire, voilà, que l'arrière-pensée n'est pas forcément très sympathique à mon égard. Je réponds et j'essaie d'expliquer, alors en 140 caractères c'est pas simple, mais je mets des
des liens sur mes communiqués de presse, je renvoie. Donc on est en permanence sous le regard des citoyens, et beaucoup plus que l'Assemblée nationale. D'abord, nos votes sont publics. Il y a beaucoup de syndicats, de groupes de pression qui examinent les votes. Moi, il m'arrive d'avoir 12 heures après une question: pourquoi vous êtes abstenu sur tel amendement, pourquoi vous n'avez pas voté tel. Voilà. Donc, l'initiative citoyenne, si il n'y avait que ça, et qu'il n'y avait plus de reste, très franchement, voilà. Donc je pense que le contact avec le citoyen, pour nous, il est permanent. En plus, moi je peux vous dire que pour nous, la pression citoyenne est toujours un point d'appui. Pour moi, pour nous. Moi, je vois les dossiers que j'ai fait avancer en tant que parlementaire, que ce soit lors du dernier mandat, toute la révision de la directive Bolkestein, que ce soit sur ACTA, pour rejeter cet accord, que ce soit sur la question des services publics, puisque je préside aussi au Parlement européen un intergroupe sur les services publics. Si je n'avais pas l'appui des citoyens, soit groupes organisés, parce que je pense que la démocratie participative, elle s'exprime à certains niveaux. Au niveau européen, je pense que c'est la démocratie représentative qui est la plus efficace, pas uniquement au niveau des institutions, mais aussi au niveau de l'organisation des citoyens pour s'organiser, pour s'adresser aux institutions. C'est un problème d'échelle. C'est un problème d'échelle, mais donc tous ces projets, moi je les mène en permanence avec les citoyens et leurs représentants. Et on a besoin, nous, le Parlement européen, parce qu'on a besoin de la pression des citoyens, c'est ce qui nous aide par rapport à la Commission européenne. Donc l'ICE sera un moyen supplémentaire pour nous de faire avancer certaines idées ou certaines avancées démocratiques. Donc elle ne nous met pas du tout en concurrence, elle nous renforce. Mais encore une fois, il ne faut pas aussi opposer initiative citoyenne et parlementarisme. Voilà. Parce que la démocratie efficace à ce niveau-là, c'est quand même le Parlement. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que les citoyens nous connaissent encore plus, que l'on soit encore plus assaillis de mails, encore plus assaillis de tweets, encore plus de demandes de rendez-vous, encore plus de demandes d'explications de vote, parce que plus les citoyens nous solliciteront et feront pression pour nous, plus ils connaîtront le Parlement européen, et plus le Parlement européen sera renforcé dans le triangle institutionnel. Ça, c'est votre gros enjeu, d'être plus sollicité. Et la même manière que les ICE sont peu connus, vous n'êtes pas assez sollicité. Monsieur Mouchou, vous voulez compléter? Oui, simplement dire qu'il n'y a pas de démocratie, il n'y aura pas de démocratie européenne sans une conjonction fonctionnelle régulière entre ce qu'on appelle la démocratie représentative et la démocratie participative. Aucun de ces deux éléments ne doit se substituer à l'autre, il doit effectivement collaborer. C'est pas toujours facile pour avoir eu différentes responsabilités, et encore maintenant, nous nous apercevons qu'il est quelquefois, moi je suis ici comme représentant de la société civile organisée, puisque je suis vice-président de l'organisation du Conseil de l'Europe qui regroupe actuellement 384 organisations internationales européennes, des grandes et des petites, de toutes les tailles, de toutes origines. Nous avons quelquefois des difficultés parce que les structures relationnelles, elles existent. On peut toujours écrire, on peut toujours envoyer, mais je crois qu'il faut aussi revoir comment on peut mieux travailler et vivre ensemble. Maintenant, il y a encore un élément aussi qu'il faudra régler rapidement sur le plan européen. Regardez, ce matin, nous avions le représentant, que je connais bien, du comité des régions, Union européenne. Il existe le congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. Bon.
Au Conseil de l'Europe, il y a l'Assemblée parlementaire. L'Union européenne, c'est le Parlement européen, etc. Et je pense aussi que pour que nos concitoyens s'y retrouvent un peu plus dans le fonctionnement démocratique de l'ensemble de l'Europe, il faudrait aussi qu'il y ait une visibilité plus grande. Alors, et je termine maintenant par cela, il y a quand même aussi un élément que on n'a pas le temps de traiter maintenant, c'est quand même celui de la connaissance par les citoyens européens des connaissances de base du fonctionnement des institutions. Enfin, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'en sortant de cette salle, les uns et les autres, dans tous nos réseaux, quels qu'ils soient, nous nous adressions dans les systèmes de formation et d'éducation en disant quelle est la place ? Quelle est la place de la formation aux réalités européennes dans les systèmes éducatifs européens? Combien de temps y consacrons-nous? Je ne parle pas simplement du fonctionnement institutionnel. Un autre élément, quelle est la place que les médias accordent au fonctionnement, pas simplement à la polémique européenne, mais au fonctionnement. Donc, si au moins, et moi je salue à mon tour l'initiative d'aujourd'hui, dont je rendrai compte dans nos institutions la semaine prochaine, ça signifie qu'effectivement, on ne peut pas dire l'initiative européenne, c'est un isolat. On va travailler avec les difficultés que les uns et les autres nous avons revues, mais non, cela fait partie d'un ensemble cohérent dans lequel nous devons nous impliquer. Un exemple aussi, comment on va faire? Nous, on a des associations de Roms dans toute l'Europe. Il va falloir les aider. C'est pas si facile que ça de trouver 7 organisations, 7 pays et 1 million de signataires. Simplement pour dire qu'il n'y a pas simplement des grandes questions qu'on peut traiter. Merci. Merci. Encore une question peut-être, une dernière. Oui, je vais être très court. Ségolène Coupon de l'Alternative européenne, nous on a une initiative citoyenne sur le pluralisme des médias. Et j'ai eu un petit sursaut quand j'ai entendu, une fois encore, l'espace public transnational n'existe pas de manière affirmative. Et ce que je voudrais dire, et ce que je pense, et ce qu'il me semble l'initiative citoyenne européenne permet, et en partie, entre autres, et on en a parlé pendant notre atelier, c'est dire que peut-être qu'il y a la géométrie variable, mais il existe des mouvements de pensée, des mouvements d'acteurs qui partagent des opinions communes au-delà des frontières nationales des pays européens, et qu'il est possible d'organiser ces mouvements d'acteurs pour tendre à un objectif commun, et que ça inclut des citoyens, pas seulement la société civile. Et donc dans ce cas, c'est un espace public transnational, peut-être à géométrie variable, mais qu'il en existe au moins une forme en devenir. Je crois qu'on est vraiment d'accord. Peut-être un complément. Rapidement. Non, sur ce point, je renvoie à Jürgen Habermas, qui est le penseur de cet espace public communicationnel. Oui. Il veut dire, j'ai dit authentique espace public, c'est-à-dire d'un point de vue authentiquement communicationnel, c'est-à-dire que toutes les capitales, à un moment donné, discutent, débattent de la même chose. Mais c'est bien en ce moment. Avec non, ce qui n'existe pas, c'est... Bon, avec le modèle qu'on a, peut-être... Ce qui n'existe pas au sens d'Habermas, c'est un débat public transnational. Notamment parce qu'il n'existe pas une presse européenne et parce que les questions européennes se traitent dans le cadre national chaque fois. Alors, après, il y a des organisations, effectivement, au niveau européen, que ce soit les syndicats, que ce soit des groupes de pression, des groupes d'intérêt, qui sont très très bien organisés au niveau européen et nous on les reçoit en permanence. Mais il n'existe pas un débat public européen. Voilà. Le débat européen se situe toujours dans le cadre national. Voilà. Donc, et ça, Habermas l'appel de ses voeux. Il y a beaucoup d'obstacles. Moi, je parle de la presse, mais il y a aussi la langue. Voilà. Ça, c'est très difficile à le faire. Alors, peut-être que l'initiative citoyenne européenne va y contribuer, mais il reste toujours l'obstacle de la langue, il reste toujours l'obstacle des médias, il reste toujours les lieux de débat citoyens ouverts sont toujours de niveau national.
sais pas s'il y a un problème avec les médias. Ici, il y a beaucoup de médias transnationaux. Il y a RIP, il y a toute l'Europe, Oui, il y a Paris, Berlin, etc. Il y a quand même des médias transnationaux que peut-être vous ne lisez pas si souvent. Même nous, on est branchés en permanence sur Euractiv. Mais qui, à part les parlementaires, lisent c'est un autre débat peut-être, mais c'est une boutade. S'il n'y a pas d'autres questions, on va laisser conclure Tony Venables. Tony. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous ne pouvez pas demander à un Anglais de venir faire des conclusions à Paris d'une conférence où tous les participants sont beaucoup trop intelligents et beaucoup a déjà été dit. Je voudrais répondre quand même à une des questions. Pourquoi est-ce que la Commission, les autorités nationales ne sont pas là? C'est parce que c'est un processus, c'est pas un événement unique. Nous avons commencé à Barcelone avec les aspects juridiques. Ici, nous avons surtout parlé de ce que nous devons faire entre nous pour créer cet espace public transnational en termes de communication, créer des coalitions, trouver des fonds. Et c'est à Vienne, le 5 octobre, que nous avons convoqué la Commission et quelques-unes des autorités nationales pour les aspects relations entre les organisateurs d'une initiative citoyenne et les autorités européennes et nationales. Et d'ici là, espérons que le problème lamentable du serveur est surmonté, que d'autres problèmes vont arriver et que nous saurons un peu plus sur le fonctionnement ou le dysfonctionnement du règlement et le fait qu'il y a beaucoup de retard dans la mise en œuvre au niveau national. Nous avons déjà fait une première enquête là-dessus à ECAS. Alors, nous travaillons avec Euractiv, toute l'Europe et d'autres à aider à surmonter les problèmes immédiats. Et en même temps, pour ceux qui sont un peu plus pessimistes que moi, il y a l'échéance 2015 où la révision du règlement est possible. Donc, il faut que nous parlons tous ensemble, nous échangeons des informations sur qu'est-ce qui doit être amélioré tout de suite, qu'est-ce qui doit attendre la révision du règlement en 2015. Deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que moi je pense qu'il y a une excellente entente entre la société civile et le Parlement européen sur ce thème. Et que le Parlement européen a fait un geste très important vis-à-vis de la société civile en nous laissant partager son droit d'initiative. Ça, on ne pouvait pas dire à l'avance que ça se serait fait sans problème, sans arrière-pensée, sans difficulté. Et il y a eu dans le processus de mise en place du règlement un travail en commun très productif et très intéressant pour rendre le règlement beaucoup plus citizen-friendly. Ça, c'était un processus très constructif. Et nous devons le garder maintenant dans la phase de mise en œuvre. Mais je dirais que, pour moi, il n'y a pas une vraie comparaison entre initiative citoyenne, pétition ou déclaration écrite. Parce que ici, l'objectif, c'est un acte législatif. La Commission n'est pas obligée d'agir, mais il y a une audition au Parlement européen. La Commission doit expliquer après 3 mois pourquoi elle ne suit pas ou suit partiellement l'initiative. Donc nous sommes à une échelle supérieure et vous avez raison, nous avons une obligation de résultat
aussi vis-à-vis de pays où la démocratie prend plutôt du recul pour l'instant. Donc, nous avons une obligation du résultat. Et moi, je trouve qu'à cette conférence, nous avons un peu marqué le coup sur comment arriver au résultat. Et c'est très simple. C'est très simple. Il faut se dire, c'est pas très différent de. Vous avez raison. C'est pas trop différent d'autres choses, d'autres campagnes européennes. Moi, j'étais dans beaucoup de campagnes européennes. Plus c'était important, plus il fallait prendre au moins une bonne année de préparation pour créer la coalition, trouver les fonds, examiner la base juridique, avoir tous les outils de communication en place. Et ça, je crois que c'est la leçon principale qui sort des groupes de travail, qu'il faut vraiment une stratégie bien réfléchie en amont. C'est pas un instrument sur lequel on peut simplement se lancer, même si ça ne réussit pas, on peut retomber sur les pétitions, les déclarations écrites, etc. Alors, je crois que à partir de là, un certain nombre de recommandations des groupes de travail que vous avez entendus seront beaucoup plus élaborées dans le rapport et étaient, à mon avis, extrêmement fructueux. L'idée que les institutions européennes pourraient faire plus quand même qu'un simple point de contact, pourrait, par exemple, mettre une infrastructure fonctionnelle en place avec une aide pour la traduction aussi dans toutes les langues, créer un fonds qui permet à ceux qui ont une bonne initiative en vue de tester le terrain, de trouver les partenaires, de créer la coalition nécessaire dans la phase préparatoire. Toutes ces idées-là qui n'ont pas vraiment été discutées jusqu'ici dans les conférences à Bruxelles doivent être beaucoup plus élaborées, approfondies, etc. Actuellement, presque toutes les informations qu'on trouve concerne plutôt la procédure réglementaire, les formalités, mais pas le cœur du sujet. Je voudrais vous remercier tous beaucoup. Moi, j'ai trouvé que les questions, la participation dans les groupes de travail et les participants réunis par cet événement, par leur expérience sur les questions européennes, sur comment mener des campagnes européennes. Moi, j'ai rencontré au moins 3 ou 4 personnes qui sont venues ici pour apprendre plus, pour pouvoir lancer des initiatives. Donc, ils réfléchissent sérieusement à lancer des initiatives. Pour nous, c'est extrêmement encourageant. Je voudrais remercier toute l'Europe pour l'organisation spectaculaire de l'événement dans un endroit très agréable. Tout ça, c'est formidable pour nous, pour vous aussi, j'espère, et que vous aurez, comme j'ai dit, un rapport beaucoup plus détaillé. Alors moi aussi, au nom de toute l'Europe, on souhaitait remercier plus particulièrement Tony Venables et ses collègues d'ECAS
mais aussi tous les intervenants qui étaient aujourd'hui ici à la plénière de ce matin, également de ce soir, et aussi des best practices. Surtout également les animateurs des workshops de cet après-midi qui ont réussi à faire émerger une vraie discussion autour de l'ICE et notamment des recommandations qui vont tous ressortir dans un rapport final. Et un grand merci également à Olivier Breton et à l'équipe de Paris et Berlin pour la modération de la journée. Merci beaucoup Olivier. Je sais pas si on peut entendre. Il y a un buffet en bas qui est ouvert. C'était très sympa.